Merci beaucoup pour cette présentation. Merci aux organisatrices pour leur invitation superbe. Euh, Évidemment, merci aussi à Bachir qui en est l'occasion. Je m'excuse par avance de devoir parler en français, mais si j'avais à intervenir en anglais, ce serait une catastrophe universelle de la transmission. Donc, autant, et ce serait pas un universel latéral, mais un universel de surplomb. Bien. Alors, je vais parler d'un ouvrage que Bachir connaît, parce qu'il connaît pas mal de choses. Donc, vous ne le connaissez peut-être pas, mais lui le connaît. Il s'agit d'un ouvrage du XVIIIe siècle, Les réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture de l'abbé Dubos. Et je voudrais, sur cet ouvrage, montrer qu'il ne faut sans doute pas concevoir l'esprit des Lumières d'une façon strictement homogène et unitaire, que toutes les Lumières n'ont pas été précoloniales, si l'on peut dire, et destinées à affirmer un rationalisme occidental appelé par après à s'imposer à tous, au cosmos, quoi. Urbi et Orbi. Et cet ouvrage va nous permettre de voir qu'il y a aussi, au XVIIIe siècle, quelque chose comme la possibilité d'un dessin déjà préconçu d'une espèce d'universalisme latéral, en conséquence, et pas du tout un universalisme de surplomb qui impérieusement s'imposerait à toutes les autres civilisations. Bon. Voilà. Et donc le texte de l'abbé Dubos, qui était d'abord historien, hein, qui n'était pas d'ailleurs pas vraiment philosophe, mais plutôt historien. Donc le texte de l'abbé Dubos va me permettre cette brève tentative. Alors quelques données d'anthropologie pragmatique. Tout d'abord, l'Afrique n'est presque pas présente dans le tableau historique que la réflexion critique constitue. Elle apparaît un petit peu toutefois dans la seconde partie de l'ouvrage, lorsque vient en question quelque chose d'assez intéressant, à savoir une théorie des climats, qui est chargée d'expliquer l'émergence des civilisations, en fait, c'est-à-dire l'émergence de génies pour les sciences, pour les arts, et en conséquence de ce que Dubos appelle des siècles, au sens de Voltaire. Vous savez, il y a le siècle des Médicis, le siècle d'Auguste, le siècle de Louis XIV. C'est en ce sens-là, non séculaire des siècles, que le terme intervient. Et il tient lieu chez Dubos du concept de civilisation. Déjà, il apparaît qu'au travers de ce terme de siècle plutôt que de civilisation, qu'il n'y aura pas véritablement de progrès. Une floraison dans les sciences et dans les arts va apparaître comme elle est venue et disparaître par après, par le truchement d'une harmonie plus ou moins parfaite dans certaines données climatiques sur lesquelles je vais revenir, qui seront susceptibles de se dissiper par ailleurs du fait de leur fragilité essentielle quant à leur composition. Car un climat pour Dubos, ce n'est pas simplement, comme pour ses contemporains, une latitude, une hauteur prise entre la ligne, c'est-à-dire l'équateur, et le pôle, mais c'est la synthèse de qualités qui sont aériennes, telluriques, qui appartiennent au terroir, qui sont toujours changeantes. C'est une mise en ordre momentanée qui produit la floraison spontanée comme une espèce d'épidémie, et le terme existe dans son texte, qui produit donc toute une série de talents pour les arts, pour les sciences, et il y a aussi des génies pour la guerre, pour l'ensemble de ces déterminations-là, chez Dubos. Alors, il est clair que pour Dubos, pour qu'apparaissent ainsi des génies et des siècles ou des civilisations, il faut un climat tempéré.
Il précise même que c'est entre la hauteur du Danemark et celle de l'Égypte. Mais voyez déjà que ça signifie d'emblée qu'il n'y a pas de civilisation particulièrement européenne. Voilà, si c'est centré sur l'Europe, c'est donc en fait par hasard et par rien d'autre que un tel hasard de la mesure. Non plus que nous verrons par après qu'il n'y a pas d'unité d'un continent africain. Voilà, il n'y a pas plus d'unité de l'Europe que d'unité de l'Afrique chez Dubos. Les siècles peuvent apparaître n'importe où dans les limites susdites et par une conjonction de qualités qui va exprimer à la fois un terroir, ses émanations souterraines, la composition plus ou moins médiocre de l'air, et de sorte que lorsque cet équilibre est disparu, le siècle lui-même va à son déclin et retourne au néant. Autant dire qu'il n'y a pas du tout de progrès raisonné dans la tendance humaine à la civilisation. Il y a plutôt des bouffées épidémiques contingentes. Et du coup, la raison, comme cause morale adjacente, n'est responsable d'à peu près rien dans la survenue de la civilisation chez Dubos. L'histoire n'est rien de logique, et surtout pas ce progrès indéfini d'une rationalité universelle. En effet, puisqu'il y a des latitudes équilibrées, où les météores, c'est-à-dire tous les changements climatiques, c'est le sens de l'époque, où les météores sont dans une exacte mesure, il n'y a pas non plus de continent, au moins au sens d'une géographie pragmatique. Ce n'est pas sur l'Europe que se concentrent les siècles, mais sur un climat favorable qui peut aller jusqu'en Laponie et par ailleurs jusqu'au Sahara aussi, au sud. Alors du coup, cependant, l'Afrique noire se trouve exclue de cette zone privilégiée où la civilisation est possible parce qu'elle est du côté de la ligne où il fait trop chaud pour les sciences et les arts. Et alors ça, c'est une idée du temps qui est aussi chez, par exemple, le chevalier Chardin, dans son journal de description de la Perse de l'époque, qui écrit que le climat trop chaud énerve les énergies et dissuade les entreprises. Symétriquement, cela vaut tout aussi bien pour les lapons. C'est-à-dire que le trop chaud et le trop froid produisent exactement les mêmes effets. Cela nous fait remarquer en outre que, pas plus qu'il n'y a d'unité continentale, il n'est donné de race constante, et dont les traits seraient, définition d'une race, héréditaire, du coup. Les climats suscitent les acclimatations des individus. Et Dubos explique, par exemple, dans la seconde partie de son ouvrage, que il y a un double processus qui a fait, d'une part, que les Portugais qui ont commencé à s'implanter sur les côtes d'Afrique noire ont vu progressivement leurs cheveux se friser et leur peau se teinter et se noircir. Donc, de même que si un ensemble d'hommes noirs de cette même Afrique de la ligne venait coloniser l'Angleterre, progressivement, ils redeviendraient blancs et perdraient donc leur couleur, comme les colons portugais ont perdu la leur. L'action de la chaleur des terroirs, de l'air, des émanations de la terre se porte d'ailleurs aussi bien sur les esprits que sur les corps. Il y a un matérialisme de Dubos en la matière, et détermine le caractère général et particulier de chaque nation. Il n'y a donc pas à proprement parler de race au sens fixé un peu ultérieurement par Kant. Donc, et du coup, le défaut de civilisation relève d'une causalité occasionnelle qui est géographique, qui est proprement physique et pas du tout morale, et qui est même pragmatique, au sens où le pragmatique, c'est ce que les hommes font de ce que la nature fait d'eux, précisément, puisque
Dubos remarque que les hommes sont capables de modifier par le commerce, par leur façon de se nourrir, etc., par les échanges de marchandises, de modifier les contraintes climatiques qu'ils sont en train de subir. Alors, le climat tempéré se révèle empiriquement le plus favorable au développement des sciences et des arts, mais ça n'a rien à voir avec quelques supériorités intrinsèques de la raison qui serait lestée d'une prétention universaliste. Il se destine donc, il se décrit chez Dubos, une histoire des sciences et des arts dont les progrès sont discrets et non pas continus, ne forment pas un enchaînement de vérités logiquement obtenues. Ce sont plutôt des découvertes empiriques qui vont faire la supériorité de certaines particularités nationales sur d'autres sortes de civilisations. Donc, par exemple, l'Europe, d'une certaine façon, devient dominante parce que, de manière contingente, il y a eu découverte de la boussole, du quinquina et de la poudre à canon. Et pas du tout par une supériorité d'esprit, donc, qui ensuite triompherait par les armes et dans les rapports de force. Il n'y a donc pas d'universel de surplomb, mais plutôt quelque chose qui commence à ressembler à des universalités horizontales, latérales ou obliques, tout terme donc pour nous à peu près équivalent dans notre contexte. Bon. Alors certes, les anciens, Dubos c'est un grand amateur des Grecs, mais les anciens sont privilégiés et un certain brevet de classicisme leur est décerné, mais c'est parce qu'ils ont réalisé un certain idéal de la poésie pour les latins, de la tragédie ou de la sculpture pour les Grecs, mais pour l'architecture, ce seront plutôt les Égyptiens, selon Dubos. Et un certain idéal du spectacle moderne est réalisé par l'opéra au XVIIIe siècle, dont Dubos était particulièrement amateur. On pourra en conclure que Dubos participe évidemment d'un certain nombre de préjugés de son temps sur l'absence de civilisation de l'Afrique noire, mais qu'à la façon de l'abbé Grégoire un petit peu plus tard, il n'insiste pas du tout complaisamment sur cette supposée infériorité. Et en cela, il se démarque évidemment des façons et des manières bien plus mauvaises qu'on peut rencontrer chez Hume ou encore dans la géographie de Kant. Ces conceptions de la causalie historique l'éloignent par principe d'une sorte de suprémacisme européen et de privilèges qui seraient fondés en nature de l'exclusive race blanche. Pour la raison qu'il n'est point donné de race ni de continent, coïncidant avec je ne sais quelle unique civilisation universelle, et que l'émergence momentanée d'avancées dans la civilisation ne résulte pas d'une raison s'incorporant à l'histoire, mais de découvertes empiriques, donc je l'ai rappelé tout à l'heure, qui ont pu permettre l'expansion donc émergente. Ce ne sont donc pas des universels rationnels qui émergent, mais plutôt, et ça c'est un point tout à fait essentiel, des universels qui sont attachés à de la sensibilité. Si ce n'est pas de la raison, c'est que c'est de la sensibilité. Ce qui apparaît chez Dubos, ce sont des communautés affectives, précisément. Des façons semblables de sentir le monde, dans ce sens-là. Et les arts et les sciences constituent des façons semblables de sentir le monde. Ce ne sont donc pas du tout des universels rationnels, mais des universels sensibles, faits de cette convergence accoutumée de façon d'être affecté, et en cela, de goûter le monde. Comment ? Oui, c'est bon. 2 minutes, je pense que ça tient. Voilà. On peut donc évidemment commencer à se demander si ces esthétiques mondaines ne conviennent pas en nature avec ce que Suleiman recherche de penser, très au loin d'un universel de surplomb. Elles impliquent quelque chose comme une sensibilité générale
plutôt qu'universelle peut-être, une sensibilité générale susceptible de s'adjointer sans s'exclure à d'autres sensibilités, en tout état de cause distinctivement de la puissance rationnelle de prétention universelle. Cette sensibilité fait converger les goûts des hommes, conformément à la nature humaine, sans abolir les particularités nationales, qui diversifient les affects esthétiques. Elle vaut de façon exemplaire dans une communauté affective qui laisse les nations à leurs particularités et aussi bien à leurs prétentions générales. En ce sens-là, Dubos pourrait bien avoir préfiguré quelque chose comme un ordre universel oblique plutôt que de surplomb. Alors, j'en profite en finissant, plutôt que d'expliquer mon mauvais jeu de mots de l'ordre oblique, qui est en fait une expression d'origine militaire, pour vous demander de penser un petit peu à quelqu'un qui fut un sage, un homme de la Teranga, et qui était le père de Bachir. Et le père de Bachir est sans doute quelqu'un sans qui Bachir ne serait pas devenu le philosophe que nous admirons tous. Merci. Merci infiniment et merci d'avoir respecté le temps. Mes collègues m'ont dit d'être un peu stricte par rapport à cela. La deuxième intervenante sera Françoise Blum. Je dois d'abord signaler que dans le texte que vous avez reçu, il y a un certain nombre d'erreurs sur sa biographie, preuve sans doute qu'on n'est jamais à l'abri des fake news. Mais ce n'est pas très grave parce que je crois que tout le monde ici connaît le profil et les publications de Françoise Blum. Elle est donc chercheuse au CNRS et au Centre d'histoire sociale des mondes contemporains à l'Université Paris 1. Elle travaille sur les mouvements sociaux en Afrique, et principalement dans les années 60-70, et sur les socialismes africains. Elle est reconnue pour son approche interdisciplinaire de la philosophie et pour son engagement dans les dialogues qui relient la pensée philosophique africaine et occidentale. Ses publications sont très nombreuses. Je citerai seulement Révolution africaine, Congo, Sénégal, Madagascar, et des radios de lutte à l'Internet. Et il a déjà été question d'un livre récent très important fait avec Bachir Diagne, donc Ubuntu, entretien avec Françoise Blum, publié l'année dernière. Et actuellement, elle participe à des projets de recherche sur la cité universitaire internationale et sur le syndicalisme en Afrique. Le titre de son intervention est « Le socialisme fut aussi africain ». Souleymane Bachir Diagne nous en parle. Bonjour à toutes et tous, et je vais évidemment remercier les organisatrices Fanny, Chani, Emmanuel de nous offrir ce très bel événement. Je remercie évidemment aussi Bachir, mais un événement qui est à la fois académique, mais que je considère aussi comme le bel événement de l'amitié, la fête de l'amitié. Donc merci à toutes et tous d'être là et de m'avoir permis d'y être aussi. Alors, vous avez effectivement rappelé le titre de ma communication. Et en effet, il y a eu en Afrique de très nombreux régimes se réclamant du socialisme, de même que de très nombreux mouvements d'opposition socialiste. Léopold Sédar Senghor, qui n'a pas de secret, vous le savez, pour Bachir, distinguait deux grands types de socialisme sur le continent, les socialismes africains et les socialismes scientifiques. Cette classification a le mérite de la clarté et de la simplicité et a été largement utilisée, même si la réalité est en fait un peu plus complexe et que, par exemple, le socialisme de lutte de classe du Ghanéen Kwame Nkrumah est difficilement et très peu classable. De même, sans doute, celui du démocrate chrétien Grégoire Kayibanda, démocrate chrétien pour faire simple. Au contraire, peut-être le socialisme marxiste-léniniste, et c'est une doctrine officielle du Bénin de Mathieu Kérékou, peut être qualifié de socialisme scientifique, même s'il faudrait interroger la pratique.
Bachir, quant à lui, s'est intéressé à 2 représentants exemplaires des socialismes africains, selon des modalités très différentes. Léopold Sédar Senghor, député, secrétaire d'État dans un gouvernement français, puis président du Sénégal indépendant, qui quitte le pouvoir en 1980. Et Julius Nyerere, le Mwalimu, c'est-à-dire professeur, enseignant, un lettré traducteur de Shakespeare en Swahili, président de la Tanzanie, qui quitte le pouvoir en 85. Quitter le pouvoir quand on n'est pas forcé est assez notable. Chez Nyerere, comme chez Senghor, il y a la conviction que la famille africaine ou la communauté africaine précoloniale était déjà socialiste et que l'Afrique a donc d'une certaine façon inventé le socialisme. Il s'agit maintenant de l'étendre à la communauté élargie, voire à la nation tout entière. Senghor emploie le terme socialisme africain ou voie africaine du socialisme. 2 des volumes dans lesquels il a réuni tous ses textes dans une série baptisée Liberté sont placés sous l'étiquette socialiste. Nation et voie africaine du socialisme et socialisme et planification. J'ai consulté un dictionnaire en ligne français Wolof qui me donne comme traduction de socialisme socialis, S-O-C-I-A-L-Y-S, et un autre qui me dit que socialisme n'existe pas en Wolof. Alors, je voudrais savoir si ces dictionnaires ont raison, ce dont je doute, et si Bachir peut me donner une traduction, enfin un équivalent sémantique de socialisme en Wolof. À Bachir de me le dire. En Tanzanie, par contre, on a pu traduire le concept d'Ujamaa, popularisé en 67 par la déclaration d'Arusha, par socialisme, et Nyerere lui-même emploie le terme anglais de socialism. Mais cette traduction est un peu réductrice car l'Ujamaa fait aussi référence à Jamaa, qui désigne des relations de parenté, à Uhuru, indépendance et liberté, Umoja, liberté. Bachir s'est donc intéressé à Nyerere et Senghor, selon, je l'ai dit, des modalités différentes, car si à ma connaissance, il n'a pas consacré d'études spécifiques à Nyerere, il en a traduit des discours, et ce très tôt dans sa carrière, puisque ces discours sont parus en 81, alors qu'il est encore élève à l'ENS de la rue d'Ulm, premier sénégalais en cela, mais n'a pas encore soutenu sa thèse, ce qu'il fera brillamment en 88. Il a aussi passé alors quelque temps à Harvard. En fait, on pourrait dire qu'il y a là, avec cette traduction, le premier essai bien marqué par le futur traducteur des lois de la pensée de Boole et le futur théoricien de la traduction, qu'il s'agisse, vous le savez, de son ouvrage de langue à langue dont il a déjà été question, ou de sa participation au dictionnaire des intraduisibles. La traduction, et nous l'avons vu hier comme aujourd'hui, et de façon plus générale, vous le savez, un fil conducteur à travers son œuvre. Et c'est donc aussi pour lui rendre hommage que je me suis permis ce petit aparté sur la traduction d'Ujamaa et celle de Socialisme en Wolof. Pour en revenir au socialisme, ce sont 3 discours de Nyerere qu'a traduit Bachir, qui paraissent dans un livre de Bernard Joannet intitulé « Tanzanie, mangez d'abord ». Bernard Joannet est un prêtre qui a passé alors 15 ans en Tanzanie, où il a beaucoup circulé. Il fait dans « Tanzanie, mangez d'abord » le récit de ce qu'il a vu dans les villages, les difficultés de la vie, mais aussi la mise en place des villages Ujamaa, où les paysans sont regroupés dans des communautés autogérées, véritables cellules de base du socialisme tanzanien. Mais les discours de Nyerere traduits par Bachir n'évoquent aucunement l'Ujamaa. Ils sont tardifs, le premier en 77, les 2 autres en 80, je crois, et les résultats économiques de la politique de l'Ujamaa n'ont guère été jusqu'à présent probants, et la Tanzanie est toujours engluée dans la pauvreté. Ces discours complètent, plus qu'ils n'illustrent, l'ouvrage de Joannet, car celui-ci s'est situé au ras des villages, alors que les discours s'intéressent au contexte international. Une guerre avec Luanda, vous l'avez peut-être su, a éclaté en 78. Les 3 discours sont donc une remise en cause radicale de l'ordre économique mondial, cet ordre qui profite aux riches et les rend de plus en plus riches, alors qu'il rend les pauvres de plus en plus pauvres. Dans les 2 premiers discours, Nyerere compare la situation du monde contemporain à celle qu'ont connu les pays européens et américains au premier temps du capitalisme. Des propriétaires d'usines de plus en plus riches, avec des ouvriers qu'ils exploitent, là aussi de plus en plus pauvres. Mais il considère que la situation a évolué et ce qui peut être maintenant
considérait comme et que ce qui peut être considéré comme lutte des classes n'existe pas en Afrique, ni pour Senghor non plus d'ailleurs, ni pour Nyerere. Mais pour Nyerere comme pour Senghor, il y a une sorte de lutte des classes à l'échelle planétaire, la lutte des nations riches et des nations pauvres. Je peux déjà, avant d'en venir plus longuement à lui, citer Senghor. Le problème majeur du socialisme, c'est moins de supprimer les inégalités de classe au sein d'une même nation que celles qui existent entre pays développés et pays en développement, écrit-il. Nyerere aurait pu, dans ses discours, reprendre cette phrase à son compte. Toujours est-il qu'il plaide pour un nouvel ordre économique international qui transformerait radicalement les rapports entre les nations et pour une aide ou des prêts qui ne seraient pas conditionnés à des dictats politiques tels ceux formulés par le FMI. Il n'a pas inventé le nouvel ordre international. La conférence d'Alger des non-alignés avait déjà défini les grandes lignes d'un programme et 2 résolutions des Nations Unies avaient été votées en 1974. Mais tout cela était finalement resté lettre morte. Et 5 ans après avoir tenu ces discours, Nyerere, je l'ai dit, démissionne. Toujours est-il que ces discours qu'a traduit Bachir offrent comme un résumé du credo international des socialistes africains et plus largement des non-alignés. Et la traduction n'en a pas dû être simple, car ils sont émaillés de beaucoup de termes techniques. Venons-en maintenant au socialisme senghorien, analysé aussi par Bachir, en particulier dans Bergson postcolonial et Léopold Sédar Senghor, l'art africain comme philosophie. Une première remarque. Bachir n'a pas consacré une étude spécifique au socialisme de Senghor, mais l'a articulé avec d'autres éléments. Cela me semble justement tout à fait significatif de l'œuvre de Senghor, une œuvre riche de sa cohérence et de l'articulation des concepts à laquelle il procède. Je ne vais pas vraiment résumer ce que fait Bachir, mais je vais considérer en 4 angles d'approche Senghor socialiste, ces 4 approches étant bien entendu présentes dans les textes de Bachir, mais j'en ferai parfois une interprétation un peu plus personnelle. Je m'intéresserai donc d'abord aux influences théoriques, puis aux concepts nourris de ces mêmes références, puis aux engagements politiques et enfin, si j'ai le temps, à la pratique socialiste de pouvoir. C'est un peu artificiel, surtout pour une œuvre dont je viens de souligner la cohérence, mais me semble servir la clarté de l'exposé. Et encore une fois, j'espère être fidèle à la lecture que Bachir fait de Senghor et partant à Senghor lui-même. Alors les influences théoriques. Ce sont incontestablement celles de Bergson, du père Teilhard de Chardin, et ce qui étonne quelquefois plus, celle du jeune Marx, celui des manuscrits de 1944. Senghor considère que le Marx du Capital est trop scientiste, mais il aime le jeune Marx. Il a d'ailleurs énuméré dans un article intitulé « Marxisme et humanisme » et publié en 1948 dans la Revue socialiste, les textes de Marx qui l'ont séduit. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, faute de temps. Bachir emploie d'ailleurs l'expression de marxisme teilhardien. Certes, Marx ne s'est intéressé qu'à l'Europe, mais Senghor va quand même montrer dans une lettre adressée par Marx à Vera Zasulich en 1981 quelques éléments qui lui semblent pouvoir concerner l'Afrique. Marx s'y dit convaincu que la commune rurale est le point d'appui de la régénération sociale en Russie. La commune rurale africaine peut être aussi ce point d'appui d'une régénération fécondée par les apports techniques de l'Europe, par cette assimilation active que Senghor a toujours appréciée, l'assimilation opposée à l'assimilation passive. Assimiler sans être assimilé est un de ses maîtres mots, vous le savez. Le deuxième angle d'approche que j'ai choisi est donc celui des concepts. Le premier de ces concepts, et sans doute le plus central, est celui d'aliénation versus libération, dont Senghor fait une lecture très marxienne. Le Marx, qui nous dit Bachir, voit l'aliénation comme perte de substance vitale au profit d'un objet extérieur dans lequel l'ouvrier ne se retrouve plus. Le second concept, très lié au premier, est celui de travail versus création. Senghor espère, et Bachir en a parlé hier, un homo artifex qui serait celui qui aurait une liberté totale de création, libéré du travail contraint. Le troisième concept est donc logiquement art, qui va avec création et désaliénation. Les quatrième et cinquième seraient humanisme et spiritualisme, qui ont aussi à faire avec la religion. Les sixième et septième concepts sont négritude et métissage. Le socialisme africain de Senghor est aussi une forme de métissage, celui de la négritude, entendue au sens d'identité de l'homme noir, dont la civilisation peut être fécondée par le socialisme européen, celui de Marx, comme nous l'avons vu, mais aussi les socialistes utopiques comme Fourier et Saint-Simon, que Senghor a également lu.
Après les influences et les concepts, j'en viens à ce que j'ai défini comme troisième angle d'approche, celui des engagements politiques. Senghor s'est engagé très tôt. Son premier engagement, c'est dans la Ligue républicaine d'action socialiste, mais c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale qu'il s'engage. Il va créer plusieurs partis après avoir quitté la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière. Le dernier de ces partis étant l'Union progressiste sénégalaise, qui devient parti unique et qui adhère à l'Internationale socialiste après avoir transformé son nom en Parti socialiste du Sénégal. Enfin, le quatrième angle d'approche que j'ai choisi est la pratique du socialisme au pouvoir. Cela tient en trois mots: planification, coopérative, capitaux. Capitaux, car Senghor n'est pas hostile aux investissements étrangers. Planification, car Senghor a lu Gaston Berger, philosophe de la prospective. Coopérative, car un gros effort est fait en matière de coopérative, conjointement avec une dite animation rurale, où les paysans sont à la fois des acteurs et des apprenants. Néanmoins, cette politique est surtout vigoureuse entre 58 et 62, grâce au président du Conseil et vieil ami de Senghor, Mamadou Dia. L'arrestation et internement de Mamadou Dia en 62 marque malheureusement un coup d'arrêt. Mamadou Dia s'était fait beaucoup d'ennemis avec une politique rurale qui était pourtant celle que Senghor appelait de ses voeux. J'espère avoir compris, au moins dans ces grandes lignes, la philosophie senghorienne dont Bachir a fait une très claire synthèse. Je finirai par la définition que Senghor lui-même donne de son socialisme. Le socialisme est la méthode qui met la recherche et les techniques politiques, économiques, sociales, culturelles au service de la civilisation de l'universel. C'est l'humanisme des temps contemporains. Quand je repense aux propos, au texte de Bachir sur l'universel et l'humanisme, je me dis que Bachir a vraiment quelque chose de senghorien et qu'il faut peut-être encore croire en l'universel ou peut-être aussi le réinventer, comme le dit Bachir dans un récent entretien, dans un monde en crise, voire mais plus que jamais y croire ou le réinventer. Merci beaucoup de votre attention. Merci Françoise Blum pour ce parcours des socialismes africains ou des socialismes en Afrique. Le troisième intervenant est Salim Abdelmajid, qui est maître de conférences en philosophie à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Ancien élève de l'École normale supérieure, il est agrégé docteur en philosophie avec une thèse intitulée « Un concept d'Afrique », soutenue à l'Université Paris-Sorbonne. Parmi ses publications les plus récentes, je signale « Topicalité et spectralité » de Paulin J. Ontouji, et aussi l'ouvrage collectif qu'il a coédité avec Valentin-Yves Moudimbe, « Penser l'Afrique ». Le titre de son intervention, énigmatique, prometteur, est Souleymane Bachir Diagne, le possibilisateur. Très bien ça. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Souleymane Bachir Diagne, Emmanuel Saada, Chani Pire, Fanny Gex pour leur invitation et aux étudiantes et étudiants qui participent à l'organisation. Sous ce titre, Souleymane Bachir Diagne, le possibilisateur, je propose d'interroger la cohérence théorico-pratique de son œuvre et pour la part publique, professionnelle, amicale que j'en connais de sa vie, à partir de la catégorie de possibles qui, de l'inspiration sartrienne initiale à la théorie traductionnelle de l'universel, en passant par le commentaire de Boole, me paraît discrètement cardinal dans sa philosophie et, de part et d'autre, l'Atlantique et la Méditerranée, spectaculairement incarnés par sa trajectoire. Et en vue de cette réflexion, je partirai du témoignage de sa rencontre, modalité propice à la visée du théorico-pratique et au partage de ce que ma perspective, comme chacune, a de singulier. J'ai
rencontré Bachir avant de le rencontrer, en 2004, dans un numéro du Nouvel Observateur qui le présentait comme, c'était le titre, parmi 25 grands penseurs du monde entier. Et déjà, comme c'était le titre de l'article qui lui était consacré, le penseur de la traduction. J'étais étudiant en philosophie à Paris, je voulais travailler sur l'Afrique, qui était pour ainsi dire absente des enseignements de sciences humaines que je recevais. L'idée seule de lier Afrique et philosophie était incongrue. Et je cherchais, comme je pouvais, des repères, et Bachir fut ainsi parmi les premiers. Cette année-là, je voulais consacrer mon mémoire de maîtrise à l'élaboration d'un concept d'Afrique, mais aucun des enseignants auxquels j'ai demandé n'a accepté de le diriger. J'ai fait un mémoire sur Hegel, passé l'agrégation, 2 années à l'étranger. Et à mon retour, j'ai rencontré des enseignants qui ont accepté de diriger mon mémoire de Master 2, puis à partir de 2009, ma thèse sur un concept d'Afrique. Ils étaient d'une extraordinaire compétence philosophique et générosité, mais comme ils le disaient eux-mêmes, ils ne connaissaient pas particulièrement l'Afrique. Et donc, pour m'orienter plus avant, j'ai organisé un séminaire à l'École normale supérieure entre 2008 et 2010. Et c'est dans cette période que j'ai rencontré Bachir, mais d'abord dans un contexte politique. La France était dominée politiquement depuis 2007 par Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire par une tendance anti-républicaine, raciste, qui s'est notamment exprimée à l'université Cheikh Anta Diop par le discours du président Sarkozy, où il déclara que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Et Bachir fut de celles et ceux qui répondirent, notamment par son texte « La faute à Hegel », dans le collectif « L'Afrique répond à Sarkozy » de Makili Gassama en 2008. Et Bachir fut ainsi aussi un repère politique pour moi. La situation m'avait paru si grave que je m'étais engagé. Là d'où il m'avait semblé qu'une alternance pourrait advenir le plus rapidement possible, le plus à gauche possible à l'époque, au Parti socialiste, proche de sa candidate à l'élection présidentielle, Ségolène Royal, qui, au printemps 2009, à Dakar, demanderait pardon pour le discours de Nicolas Sarkozy. Et dans le prolongement, nous avons organisé une université populaire à Paris sur les relations entre l'Afrique et l'Europe, à laquelle nous avons invité Bachir, qui a répondu présent, et c'est là que je l'ai rencontré la première fois. Cette primauté politique n'est en fait pas surprenante. Bachir n'est peut-être pas perçu comme un philosophe politique au sens strict, mais forcé de constater la récurrence de la politique dans son œuvre, explicitement, comme dans la dernière partie de L'Encre des savants, consacrée au socialisme, à la démocratie, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ou en arrière-fond de temps de réflexion sur l'islam, aussi bien que sur l'art. Force est de constater aussi la place de la politique dans sa vie, comme activité en tant que conseiller pour l'éducation et la culture du président Diouf dans les années 90, ou par ses prises de position publiques, encore la semaine dernière, dans son entretien au Monde sur la situation de Columbia. Je me souviens aussi, dans les colloques où nous nous rencontrions en 2017-2018, à New York, Chicago, Dakar, dans le cadre du programme de recherche sur l'épistémologie du Sud global que nous menions, avec Adiba aussi, qui est là, de la systématicité avec laquelle Bachir formulait par un trait incident la critique du premier mandat de Donald Trump. Et this is the place to say, in English, to be sure that all those who live here understand, that the board of my university, Toulouse Jean Jaurès, unanimously adopted on March the 11th a motion of solidarity with fellow academic institutions in the US. If you're facing difficulties, Toulouse is one more door you can knock on. Donc, la cohérence théorico-pratique de Bachir apparaît clairement par le prisme de la politique. Dans l'entretien qu'il m'a accordé pour Politica en 2019, intitulé « La philosophie et l'universel », à la dernière question « Quelle serait la traduction politique de votre œuvre ?» il répondait « Un renouveau du socialisme », qu'il précisait par référence au socialisme africain de Senghor, à la société ouverte de Bergson, à l'humanité de Jaurès. J'aurais ici une question. Bachir, ce socialisme démocratique africain et plus largement international, spiritualiste,
prévoyez-vous d'en poursuivre la description, voire, du fait de votre jeunesse, de l'incarner? Je ne l'appellerai pas pareillement politique, mais l'action institutionnelle de Bachir dans l'Académie relève aussi de sa cohérence théorico-pratique. C'est par là que je reviens à la fin des années 2000 et à sa rencontre philosophique cette fois. C'était à la fin 2009, en suivant ses leçons sur Bergson, Senghor et Irkpal au Collège de France, qui aboutirait à Bergson postcolonial en 2011. 2011 fut aussi l'année du numéro Philosophé en Afrique, qu'il dirigea pour la revue Critique. Collège de France, Critique, c'était vraiment des positions stratégiques du champ philosophique français et francophone, où il légitimait la philosophie africaine, non seulement en tant que champ elle-même et corpus, mais en tant qu'idée du lien entre Afrique et philosophie. Et si bien qu'à la suite d'autres instituteurs mémorables, Untonji, qui nous a quittés l'année dernière, Jean Godefroy Bidima, qui est là, Bachir aura signé un moment décisif de l'institution de la philosophie africaine en France. Il aura eu, ce faisant, un effet de réfraction sur la France, passé à côté de tant d'académiques africains, Valentin Mudimbe avant lui, par exemple, Achille Bembe dans sa génération, tant d'autres. Et j'aurais ici une question biographique. Bachir, avez-vous essayé de devenir enseignant-chercheur en France? Et de manière beaucoup plus générale, je serais curieux de vous entendre dans cette maison française dire, ne serait-ce que commencer de dire, dans le temps que nous avons, votre rapport à la France. C'est tout. En tout cas, je ne saurais dire quel effet de respiration, de protection aussi, Bachir a eu sur celles et ceux de ma génération. Je pense aussi à Yala Kisukidi, qui est là, qui cherchait un espace pour ce qu'elle et ils avaient besoin de penser. Son effort d'institutionnalisation ne portait sur son positionnement que pour autant qu'il contribuait, en enseignant authentique, à la possibilité de nouvelles trajectoires socio-académiques. Il a siégé au jury de nombreuses thèses en France, dont la mienne, en 2015. Et dans les années qui ont suivi, il a par exemple pris le temps, dans un calendrier impossible, de rédiger les lettres de recommandation demandées dans les procédures de recrutement. Merci. Bien sûr, nous avons des différences, et même, comme il le sait pour avoir lu ma thèse, un désaccord irréconciliable sur Senghor, mais ma reconnaissance et mon admiration sont infinies pour cet effort de possibilisation dont j'ai eu la chance d'être témoin et de bénéficier. Possibilisation de la philosophie africaine, de nouvelles trajectoires, et par ces biais, comme par la philosophie islamique aussi, possibilisation de l'universalité de la philosophie. Alors, la cohérence théorico-pratique de Bachir peut-elle être exprimée, à tout le moins aussi, par cette possibilisation? Cet effort pratique de possibilisation institutionnelle de l'universalité de la philosophie a bien pour pendant un effort théorique de possibilisation de l'universel lui-même. Bachir pose celui-ci comme à la fois toujours déjà là et, du fait de la diversité de ses contextes d'expression, toujours encore à faire. D'où la question, comment rendre possible la nécessaire co-construction de l'universel? Par la traduction, convainc Bachir, qui ne la réduit pas à son acception linguistique, mais fait plutôt de celle-ci le paradigme de toute traduction, et alors de la traduction le mode éminent de possibilisation de l'universel. Possible, ici, n'est une catégorie de la logique que pour autant que c'est une catégorie du réel. Possibiliser, c'est rendre possible, disais-je, faire advenir, comme il l'écrit, et déjà concrétiser, comme on le voit dans la pratique même de la traduction. Et la paradigmatisation institutionnelle de la traduction à laquelle il procède dans Universaliser, en prenant l'exemple de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'ONU, atteste ce réalisme de la possibilisation qu'il donne à penser. Ce réalisme tient non seulement à l'empiricisation de la traduction linguistique et institutionnelle, mais aussi à sa politisation. Ce sont les titres de l'introduction de Langue à langue, la traduction contre la domination, et du chapitre 5 d'Universaliser, décoloniser
pour universaliser. La traduction universalisante n'est pas seulement latéralisation, mais aussi désasymétrisation. Elle consiste bien, ce faisant, en un effort de possibilisation qui se déploie dans le réel contre l'intraduisible, qu'il s'agit de révéler en sa compréhensibilité, et contre l'impossible, qu'il s'agit de révéler comme simulacre. Cette traduction universalisante se rapporte ainsi à l'universel comme à une utopie concrète, au sens de Gary Wilder, que Bashir mobilise dans Universaliser, c'est-à-dire comme un possible déjà à faire advenir. L'universel est alors possible en deux sens, non seulement par modalité, il est possible que l'universel vienne, mais aussi par substance. S'il vient, il viendra comme possible. Saisir l'universalisation comme anti-impossibilisation, ou saisir l'universel contre l'universalisme, pour reprendre la distinction opératoire de Bashir, a fortiori après l'avoir initialement saisi comme une dialectique de l'un et du divers, conduit nécessairement à projeter l'universel ainsi comme possible au carré, possibilisation infinie. Autrement dit, universaliser, c'est possibiliser l'universel comme possible. Ou encore, suivant l'inspiration sartrienne du jeune Bashir, nous pourrions appliquer la formule de Sartre à cet universel projet et dire que, tel que Bashir le donne à penser, pour l'universel aussi, l'existence précède l'essence. Universaliser, le possible, ce faisant, devient une catégorie d'une ontologie de la liberté située, dont la situation est ultimement l'univers. Universaliser, possibiliser l'universel comme possible, à la lettre, c'est libérer l'univers. Siquitur ad astra, conclut de langue à langue, l'exemple des heptapodes n'est pas que didactique. Dans les termes spinoziens et islamiques employés hier, il peut alors être dit que la possibilisation de Bashir est l'effort par lequel celle ou celui qui a été rendu possible s'unifie avec ce qui l'a rendu possible. In praise of the universal. Alhamdulillah. Praise be to God. Ultimement, Yawm ad-Din, libérer l'univers, c'est s'unir à Dieu, Malik Yawm ad-Din, en sa liberté créatrice, Rabb al-Alamin, Seigneur des mondes. Il me semble donc que, oui, le concept de possibilisation peut contribuer à exprimer comme une fidélité la cohérence théorico-pratique de Souleymane Bachir Diagne, le philosophe, le citoyen, le croyant, le possibilisateur. Merci Salim Abdelmajid d'avoir actualisé le possible dans cette communication. Nous disposons peut-être d'une vingtaine de minutes pour des réflexions et des questions, mais j'ai envie de passer la parole tout de suite à Bachir Diagne pour son droit de réponse. Merci infiniment. J'ai quelques mots de remerciement, mais je vais commencer par Salim et répondre à au moins une de ces questions, mon rapport à la France. Je vais y répondre en chantant. J'ai un rapport à la France qui donne à respirer cette air de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige. Elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Mes amis ici ont reconnu Jean Ferrat. Jean Ferrat chantant Ma France. J'aime la France de Jean Ferrat. C'est la mienne, c'est celle que j'ai découverte dans mes lectures d'abord quand j'étais enfant et quand j'ai mis les pieds en France. J'ai écrit dans mon livre Le fagot de ma mémoire
quand je parle de mon arrivée à Paris, j'ai eu 18 ans à Paris. Dire j'ai eu 18 ans à Paris, c'est tout dire de ma relation à Paris, qui est une relation aussi à des personnes, dont ces 2 personnes qui sont ici. Hier, quand j'ai énuméré les membres de ma famille, j'ai pensé à vous énumérer tous les 2 parce que vous êtes des membres de ma famille. Quand j'ai dit à un moment donné que c'était très sénégalais de commencer par la fille de ma mère, tu es la fille de ma mère également, Françoise, est la seule personne au monde qui appelait ma mère sa gazelle. Et vous avez entendu Daniel, j'ai failli l'appeler Bastille, parce que c'est comme ça que je l'appelle, parler de mon père. Et en effet, il a eu des décennies et des décennies d'entretien avec mon père. Ma relation avec ces 2 personnes a franchi 50 ans. Ça vous dit combien on est vieux. Et cet homme qui est là a joué au football avec moi et il avait les cheveux qui lui tombaient sur les épaules. Essayez d'imaginer cela maintenant. J'ai réussi à convaincre Daniel, qui est un 17e et vous l'avez entendu aussi, un 18e forcené, à la philosophie africaine. Je lui ai fait écrire un livre sur un philosophe africain, William Anton Amo, qui était un gamin né au Ghana, qui s'est retrouvé en Allemagne. On ne sait pas trop, est-ce qu'il était serviteur, esclave, on ne sait pas trop. En tout cas, le duc allemand qui l'a recueilli l'a élevé comme son propre fils, l'a mis dans les meilleures écoles possibles et imaginables, ce qui fait que le résultat des cours, c'est que dans sa carrière, il est devenu professeur de philosophie à Halle, près de Berlin. Et il m'a semblé important de faire écrire un livre sur Amo à Daniel, parce que Daniel est un 17e et un 18e, et donc qui est au fait des questions qui sont celles de Amo. Amo est quelqu'un qui a pensé à l'intérieur du grand problème de la philosophie, qui est de l'union de l'âme et du corps. Cette fameuse question créée par Descartes, qui avait créé un dualisme tel entre l'âme et le corps qu'on n'arrivait plus à les réconcilier. Si l'âme est extensive, res extensa, et que l'âme est chose pensante, comment essayer de les penser ensemble? Et il fallait un cartésien qui ne soit pas préoccupé par la race de Amo. Beaucoup de gens ont écrit sur Amo, mais en gros, ce qu'ils écrivaient consistait à dire, regardez cela, voilà un Africain qui a enseigné dans les philosophies allemandes. Vous savez, je connais un Africain qui a enseigné la philosophie à Columbia. Donc, il n'y a aucun secret là-dedans. Il suffit de passer des diplômes, d'avoir une thèse et d'avoir des amis qui vous font confiance au moment où ils vous recrutent et qui ne le regrettent pas, j'espère, au moment où vous en partez. Et voilà la relation intellectuelle, évidemment, que j'ai avec Daniel, mais aussi la relation affective énorme. Je suis... la femme et les enfants de Daniel ne connaissent pas ses parents, qui sont morts assez rapidement, assez jeunes tous les 2, avant que Daniel épouse Laurence. Et c'est donc, d'une certaine manière, moi qui parle à ces enfants de leurs grands-parents. Je suis le parrain de la fille de Daniel. Françoise est la marraine de mon fils aîné. Je crois qu'il est... Non, c'est l'autre que je vois. Et voilà la relation que j'ai avec ces 2 personnes que j'aime. Je reviens à ce que vous disiez, mon cher Salim. Alors, je ne veux pas te tutoyer puisque tu n'arrives pas à me tutoyer. Et à la rencontre que tu as initiée avec Ségolène Royal. Alors moi, je t'ai rencontré parce que j'étais dans ton jury de thèse, une thèse admirable et de poids. Salim a écrit une thèse qui fait plus de 1000 pages. Quand j'ai été invité par Marc Crépon à faire partie de son jury, j'ai été terrifié, d'abord, et ensuite totalement emballé et enthousiaste, et cet enthousiasme s'est poursuivi jusqu'à présent. Et quand Salim m'a présenté à Ségolène Royal, parce qu'il était un des responsables du parti que Ségolène Royal avait mis sur pied
quand elle était candidate à la présidence de la République en France. Ségolène Royal, on a parlé du Sénégal parce qu'elle est née au Sénégal, elle est née à Ouakam. Et c'est ce qui avait fait d'ailleurs qu'une fois, vous avez donné une conférence au musée du Quai Branly. Elle est venue, j'avais été très surpris de la voir dans la salle, elle est venue en quelque sorte en compatriote. Et elle était tellement attachée à cette naissance sénégalaise qui était la sienne qu'en effet, elle a pensé à la fois politiquement mais aussi personnellement qu'elle se devait de dire quelques mots au Sénégal à propos du discours inapproprié du président Sarkozy à l'université de Dakar. Et c'est une rencontre qui a été très importante pour moi et je te remercie de l'avoir favorisée. Et j'ai regretté que nous n'ayons pas au Sénégal le droit du sol, parce que si nous avions eu le droit du sol, Ségolène Royal serait sénégalaise. Il faut se battre pour le droit du sol. C'est une des formes de l'universel dont j'ai parlé. Parce que l'humain n'est pas une plante. L'humain est fait pour circuler et quand l'humain naît quelque part, il a le droit à la citoyenneté de cet endroit-là. Il faut que nous pensions une humanité qui puisse comprendre que nous sommes tous des enfants de la Terre et donc que la Terre n'est qu'un seul pays dont nous sommes tous les citoyens. Merci. Il y a d'autres, est-ce qu'il y a des questions ou des observations de l'audience? Je vais peut-être donc lancer le débat un petit peu en revenant à la question de la traduction. Bachir n'a pas répondu à la question de socialisme en Wolof. Mais peut-être pour poser la question de manière générale, parce que Étienne Balibar a suggéré qu'on peut voir dans le marxisme une forme d'universalisme vertical. Et Françoise Blum, vous avez plutôt montré qu'il y a un socialisme multilatéral. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous voyez la chose ou bien s'il y a là-dedans une question de traduction. Donc je pose la question à tout le panel, peut-être en commençant par Françoise et en passant par Bachir aussi. Merci beaucoup pour cette question. À vrai dire, socialisme multilatéral, j'y avais pas pensé. Mais maintenant que vous me le dites, je crois qu'effectivement, alors c'est pas ma vision du socialisme, bien sûr, mais celle que Senghor a n'est pas très loin de ça, effectivement, du socialisme qui a quelque chose à voir avec l'universel et avec un universel latéral, qui est celui qu'il définit. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez répondre aussi ou... En fait, j'hésite à profiter de cette question pour poser les deux questions que j'avais prévues si j'avais eu le temps de les formuler. Je vous laisse juge de savoir si ça convient ou pas. Tout à fait. Alors, merci. Et oui, j'aurais eu deux questions supplémentaires sur la limite à partir de laquelle l'effort de possibilisation devient lutte. Je veux dire confrontation corporelle à l'impossibilisation. Et ça me permettra de dire un mot supplémentaire du désaccord sur Senghor. À deux moments d'universaliser, je me suis demandé si ton singhorisme ne te retenait pas en deçà de cette limite de l'effort à la lutte. Premièrement, quand, au nom de son mérite d'exister, et implicitement comme alternative aux ruptures que nous en subissons dans notre siècle, au moins depuis l'invasion de l'Irak, tu sembles te satisfaire de l'ONU, malgré l'inégalité structurelle de ses membres, au lieu de chercher les conditions de possibilité de, par exemple, un congrès mondial. Et deuxièmement, quand tu envisages une déclinaison sociale et environnementale du concept d'Ubuntu, tel que mis en œuvre par Desmond Tutu dans la commission Vérité et Réconciliation, pour répondre à la crise sociale et politique sud-africaine contemporaine, alors que
il ne paraît pas permettre de régler le problème, par exemple, de la propriété terrienne, à la différence de ce que pourrait peut-être un Ubuntu de combat. Donc, je me suis demandé à ces deux moments s'il n'y avait pas une surdétermination syngorienne, ou peut-être boulo-syngorienne. Booléenne, au sens d'un excès de confiance en ce que pourrait la parole sans le corps, jusque dans l'idéal d'une algèbre de la logique appliquée à l'Ubuntu, syngorienne, au sens d'un défaut de radicalité. D'où mon avant-dernière question. Pourquoi, à la vectorisation syngorienne de l'impossible, c'est-à-dire de la localisation et de l'engagement du champ de bataille de la possibilisation, qui paraît en deçà de la radicalité de la situation dans ces exemples, ne pas préférer la vectorisation fanonienne sur laquelle tu as conclu hier et qui, selon moi, ne se laisse pas synthétiser avec Senghor. Et je suis heureux de te poser ma dernière question, proche du carrefour des boulevards Martin Luther King et Malcolm X. Parce que par-delà la limite de l'effort à la lutte, ou rendre possible se comprend parfaitement dans les termes jaurétiens qui font le sous-titre d'universaliser, l'humanité par les moyens d'humanité, il devient vital de penser et réaliser les institutions de la lutte de l'universalisation, les partis ou les congrès ou les réseaux et les méthodes de la lutte, violence ou non-violence, les modes de manifestation, de grève, de boycott, de désobéissance civile. Donc, universaliser l'ouvrage en indique la conscience par des moyens d'humanité, et ton œuvre contient déjà bien des orientations, l'éducation, l'art, la diplomatie, le droit. Je pense encore au texte que je trouve vraiment très précieux sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, l'expression publique, toutes les modalités de la traduction. Et je me demandais si, par les temps qui courent, tu prévoyais de les préciser dans un prochain texte, dans un prochain travail. C'est tout. Oula, bon. Là, je suis sur la scénette. Je vais commencer par la fin de ce que tu dis. L'évocation que tu as du fait que nous nous trouvons pas loin de Martin Luther King et de Malcolm X Boulevard aussi. Et en parlant de Malcolm X, parce que ça va répondre un peu à ta question. Je lis Malcolm X et je lis la trajectoire de Malcolm X à partir d'un moment qui est proche de sa fin. C'est le moment de son pèlerinage à la Mecque. Quand l'une des phases du pèlerinage, c'est quand il se trouve sur le mont Arafat, qui est très important dans le pèlerinage, mais il n'y a aucun rite lié au mont Arafat. On demande aux pèlerins simplement de se retrouver sur ce mont et de se regarder. C'est tout. On ne fait rien de particulier. Qu'est-ce que cela veut dire? Et pourquoi est-ce que l'islam dit que le moment central du pèlerinage, c'est Arafat, alors qu'on n'y fait rien? Il s'agit d'avoir le sens, non pas seulement de la communauté musulmane, mais de l'humanité dans sa diversité. Quand on est sur le mont Arafat et qu'on a effectivement cette tenue des pèlerins, nous sommes quelques-uns ici à avoir fait cette expérience, on se rend compte de l'indistinction des humains. Je ne sais plus qui est arabe, qui est nigérian, qui est indonésien, à moins de regarder évidemment, et pourquoi est-ce que je le ferais? Ce que je vois simplement, c'est des gens qui se ressemblent tous, qui ont à peu près la même tenue, qui est devenue sale parce qu'on porte la même pendant quelques jours, et ils sont fatigués, ils ont les traits tirés, mais ils se ressemblent. Et j'ai le sens d'une humanité une à ce moment-là. C'est très rare d'avoir ce genre de sentiment, mais c'est ce qui est demandé pour la station Arafat. Sentez ce que cela signifie d'être une seule humanité venant de vos différences et les conjuguant ensemble. Comme le dit la devise de ce pays, « E pluribus unum », faire un à partir de plusieurs sans effacer le pluralisme en question. Malcolm X dit que c'est ce jour-là qu'il s'est converti à l'humain, à l'humanité, qu'il a cessé de voir les races humaines, qu'il n'aurait pas fait la même réponse qu'il a faite à une jeune femme, une étudiante, je crois, qui était venue l'approcher en disant « How can I help ?» Et Malcolm X lui avait dit « You cannot ». L'idée que quand on est noir, on n'a pas des alliés.
de ce point de vue-là. Quand on est dans sa propre expérience, dans sa propre identité, eh bien, à la rigueur, quelqu'un peut être un allié, c'est-à-dire être du dehors dans le même combat que moi, mais ne pas faire cause commune avec moi. Et Malcolm X découvre à ce moment-là ce que signifie l'humanité dans son ensemble et ce que signifie désormais se battre pour l'humanité et au nom de l'humanité. Ce qu'il découvre ce jour-là, c'est au nom de quoi il se bat. Autrement dit, la radicalité véritable, c'est de dire je me bats pour l'humanité, au sens de l'humanité, j'ai la responsabilité de faire ce que je peux, moi, pour faire que l'humanité soit une réalité, alors que nous sommes normalement des tribus et des nations. Nous sommes dans le tribalisme, comme disait tout à l'heure mon ami Frédéric Worms. Et c'est cela, la radicalité politique. C'était cela, la radicalité politique de Jaurès. Quand Jaurès dit le socialisme, oui, mais pour bien comprendre ce que signifie le socialisme, il faut voir que nous sommes des lambeaux d'humanité aujourd'hui. Il utilise des termes très violents et il faut faire en sorte qu'à partir de ces lambeaux, nous recomposions l'humanité. Se battre pour l'humanité, c'est forcément aussi se battre au nom de l'humanité, au nom de ce pressentiment que l'on a. Effectivement, Senghor n'est pas un radical au sens où il n'a pas appelé à prendre les armes et à prendre le maquis. Il a déclaré cependant que s'il le fallait, il le ferait. Et c'est vrai qu'il avait un courage physique réel aussi. C'était un prisonnier de guerre qui aurait pu disparaître pendant la guerre parce que les Allemands, les nazis, c'est pas les Allemands, les nazis ne s'encombraient pas beaucoup de prisonniers noirs à ce moment-là. Il a aussi eu une attitude de courage physique réel quand il y a eu une tentative d'assassinat à son endroit au Sénégal à un moment donné, etc. Et il a une sorte de radicalité calme. Senghor peut dire les choses les plus violentes, mais avec un grand calme, à la différence de Césaire. On a plus d'admiration pour Césaire, on dit Césaire, oui, il est... Parce qu'effectivement, Césaire, c'est de la lave en fusion, y compris quand il écrit. Mais Césaire, finalement, qu'est-ce qu'il a fini par faire politiquement? Il a organisé la départementalisation des territoires colonisés par la France. Senghor a mené un pays à l'indépendance. Il a, c'est vrai, embrasser l'idée d'une civilisation de l'universel qui serait, alors ça nous semble totalement fou et totalement utopique, une manière de dépasser le colonialisme par le haut en transformant le colonialisme en confédération et en cosmopolitisme. Ça nous semble fou. Eh bien, un communiste comme Samir Amin a expliqué dans son autobiographie pourquoi cette utopie a été partagée largement au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'en 1946, tout semblait possible. Tu parlais de possibilisateur. Il y a des époques comme ça de possibilisation. Et les années 46, la première constituante française ressemblait à de la possibilisation, et c'est dans ce contexte-là que Senghor a construit son action. Et donc, en effet, il a voulu l'Union française. Ce n'est pas lui que l'on présentera comme le panafricaniste décolonisateur qui a pris les armes, etc., etc. Mais la radicalité qui a été la sienne s'est exprimée dans cette volonté qui était aussi la sienne de ne jamais laisser tomber l'horizon d'universalité et de l'humanité en bergsonien qu'il était. Bergson disait en effet qu'il est de la responsabilité des humains de sortir de leur instinct de tribu, puisque c'est la partie animale chez nous, pour construire l'humanité. Et il était bien conscient que l'humanité, ça peut être un terme vide, un flatus vocis pur et simple, parce qu'en effet, la tribu, on la voit. Je peux savoir exactement qui est ma sœur, etc. Ou je peux même dire, comme Le Pen, que j'aime mieux mes filles que mes nièces, etc. Et au moment où j'atteins les limites de l'hexagone français, ma capacité d'aimer s'est achevée. Elle est totalement terminée. Il faut donc que je puisse me donner un concept d'humanité, un pressentiment de ce que signifie être humain ensemble. Comme on dit dans le livre de la jungle, comprendre que je peux dire à quelqu'un de très éloigné de moi, nous sommes du même sang, toi et moi, comme dit Mowgli dans le livre de la jungle. Eh bien, voilà le sentiment qui a été celui de Malcolm X. Voilà ce que signifie l'humanité par des moyens d'humanité. Si vous avez ce pressentiment-là,
vous vous interdisez d'avoir des moyens qui soient autres que des moyens humains. Aucune cause ne vaut que vous vous mettiez à assassiner des enfants, à égorger, etc., à mettre des bombes dans des autobus, etc. Parce que si vous vous battez au nom de l'humanité, ça doit être par des moyens d'humanité. Et ça, je l'ai lu chez Senghor, peut-être parce que j'ai mis mes pas dans les siens. J'ai marché dans les endroits où il a marché dans le quartier latin. J'ai eu la chance aussi de le connaître, je suis suffisamment vieux pour ça, et d'avoir eu des conversations avec lui. J'étais anti-senghorien au moment où je l'ai connu, précisément pour les mêmes raisons qu'un peu tout le monde. Je trouvais que c'était du néocolonialisme, qu'il était bien trop français, etc. Il a la même France que moi. Il aurait chanté la même chanson que moi tout à l'heure pour répondre à cette question-là. L'ONU, c'est vrai, mais c'est tout ce que nous avons. Est-ce qu'il y a un espace où les nations du monde se rencontrent? Non, pas autre que l'ONU. Les imperfections de l'ONU, oui, incapable d'arrêter la guerre en Ukraine, incapable d'arrêter la guerre à Gaza. L'ONU, combien de divisions, comme aurait dit Khrouchtchev, c'était pas Khrouchtchev, si c'était Khrouchtchev, non, c'était pas Staline, évidemment, etc. Mais c'est tout ce que nous avons. C'est le seul endroit où l'humanité se réunit. Qu'il y ait là les inégalités les plus flagrantes, certainement. On a un Conseil de sécurité avec des nations qui ont un droit de veto. Le continent africain, c'est 54 ou 55 États. Aucun de ces États n'est au Conseil de sécurité. 55 États, nous sommes plus du quart des États qui sont présents. Donc l'inégalité règne. Mais l'inégalité, il faut se battre contre elle, encore une fois, au nom de l'humanité. Et donc, ça veut dire qu'il faut que nous fassions en sorte qu'un véritable multilatéralisme règne à l'ONU. Il faut se battre à l'intérieur de l'espace où nous nous trouvons en tant qu'une seule et même humanité, où nous sommes en train de parler des choses qui concernent notre humanité commune, par exemple les pandémies. Les virus savent que nous sommes une seule et même humanité fragile et vulnérable. Il est temps que nous aussi nous le sachions, ou que nous l'apprenions du coronavirus. Voilà. Nous avons besoin d'être une seule et même humanité également pour faire face à la crise environnementale. Et c'est cela que Étienne dit quand il écrit cosmopolitisme. Ça veut dire qu'il nous faut une politique du cosmos, une politique de l'humanité en tant qu'humanité et une politique qui vise le cosmos en tant que cosmos. Quand on a cette radicalité philosophique, on n'a pas besoin tous les jours de sauter sur sa chaise comme un cabri en disant « je vais prendre les armes, je vais prendre les armes ». On peut parler calmement et avec la radicalité la plus grande. Et c'est ce que faisait Senghor. C'est ce que faisait Senghor. Et il me semble à ce moment-là que se battre à l'intérieur du seul espace à notre disposition pour y faire advenir le véritable multilatéralisme, c'est la voie à suivre, c'est cela, viser l'humanité au nom de l'humanité. Depuis quelque temps, plus depuis hier probablement, ce multilatéralisme a pris du plomb dans l'aile, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il faut se battre pour que cela existe, que le Conseil de sécurité soit réaménagé en attendant qu'il disparaisse et que véritablement tout le monde ait une voix. Et ce sera une sorte de démocratie latérale dont parlait Frédéric Worms tout à l'heure. Et je crois que c'est un but politique qu'il faut se donner. Ce n'est pas naïf du tout, parce que ça signifie qu'on reconnaît les inégalités, on reconnaît ce contre quoi il faut se battre, mais surtout, on a reconnu déjà ce au nom de quoi il faut se battre. Ubuntu, tu as 1000 fois raison. La jeunesse africaine, sud-africaine aujourd'hui, quand tu leur dis Ubuntu, ils trouvent que ça ne sert à rien, l'apartheid n'a pas changé grand-chose. Est-ce que Panaché est là? Je ne la vois plus. Panaché est là. Je suis un admirateur de Panaché, qui est notre jeune collègue qui enseigne maintenant à Brandeis. J'ai eu la chance de lire sa thèse. Panaché est sud-africaine, zimbabwéenne et sud-africaine. Et donc, j'apprends énormément de choses avec elle sur Ubuntu, et elle a consacré sa réflexion aussi à cette jeunesse aujourd'hui qui trouve que, bon, on a beaucoup de respect pour Mandela, mais que d'une certaine manière, son Ubuntu ne fonctionne pas. Drusilla Cornell, notre ami dont parlait Louis tout à l'heure, que nous avons perdu, avec qui j'ai appris également énormément de choses, qui a travaillé en Afrique du Sud pendant très longtemps sur un Ubuntu Project.
disait elle-même, c'est une radicale communiste, c'était. Et en effet, elle voyait toutes les insuffisances de ce concept. Mais ce qu'elle disait, c'était que la solution, c'était non pas de dire on laisse tomber Ubuntu, mais qu'il faut davantage d'Ubuntu. Il faut une féminisation d'Ubuntu. Il faut que Ubuntu se rajeunisse. Il faut comprendre que Ubuntu, c'est un mouvement, ce n'est pas un État. Continuer à réaliser notre humanité commune, c'est le sens de ce combat. C'est ce type de radicalité, pour ma part, que je reconnais, parce que c'est une radicalité de l'esprit et c'est une radicalité du cœur, et qui n'a pas besoin, dès lors, de se manifester ni dans une violence physique et aveugle, ni même dans une violence verbale. Merci pour ces questions.